Nous allons procéder à la lecture linéaire d'un extrait du Mariage de Figaro de Beaumarchais, le début de l'acte 1, scène 1, donc ce qui correspond à la scène d'exposition. Avant de commencer cette lecture linéaire, parlons un peu de cette pièce, le Mariage de Figaro. Cette pièce a été l'occasion d'une lutte entre l'auteur et le gouvernement, entre l'auteur et le roi, et pendant au moins 3 ans. Nous sommes entre 1781 et 1784. Beaumarchais a beaucoup de mal à obtenir l'autorisation de jouer cette pièce, Le mariage de Figaro. Il lutte dans tout Paris, il lit des extraits de sa comédie dans des salons, il essaie de faire jouer certaines influences, mais le roi Louis XVI s'obstine à refuser. Pour autant, la reine, des amis de la reine, certains nobles essaient d'inciter Louis XVI à céder. Donc, par une première concession, Louis XVI ordonne qu'on lui lise le mariage de Figaro dans le privé et il maintient son veto. Une représentation particulière a lieu quand même chez le duc de Fronsac et Beaumarchais obtient de nouveau l'examen de sa pièce par un nouveau censeur. Celui-ci considère que cette pièce est pleine de gaieté, ce qui n'est pas faux, et que cette gaieté est sans danger pour le roi. Et donc, Louis XVI ayant épuisé sa force de résistance, il finit par céder. Et la représentation du mariage de Figaro, qui est si attendue, va avoir lieu et elle rencontre un très grand succès. Il faut dire que le public connaît déjà les personnages qui interviennent dans le mariage de Figaro, puisque cette pièce est en quelque sorte la suite d'une pièce précédente qui avait eu déjà beaucoup de succès, Le Barbier de Séville. On retrouve donc le comte, sa femme, la comtesse, Rosine, on retrouve Figaro, et donc dans cette pièce, le mariage de Figaro, eh bien nous allons assister aux préparatifs et au mariage de Figaro et de Suzanne. Nous découvrons un comte qui a sans doute évolué depuis le Barbier de Séville, qui est devenu jaloux et surtout libertin et séducteur, et il s'intéresse de très près à Suzanne, la future femme de Figaro. Alors, le résumé de la pièce. Alors, ce n'est pas simple, c'est une pièce aux nombreuses péripéties. Principalement, il s'agit pour Suzanne et Figaro de parvenir à protéger Suzanne des appétits du comte qui aimerait bien exercer sur sa jeune servante le jour de son mariage son droit de cuissage. Donc ce soit lui qui lui enlève sa virginité, c'était un droit qui a existé en temps dans la noblesse française. Nous avons en parallèle une histoire, une péripétie secondaire avec Marceline qui souhaiterait que Figaro l'épouse ou, s'il ne veut pas le faire, qu'il lui rembourse une somme d'argent qu'il lui doit. On découvre que, en fait, Marceline est la mère de Figaro, donc une belle scène de retrouvailles très attendrissante. On a aussi le personnage de Chérubin, 13 ans, très dégourdi, qui s'intéresse à plusieurs filles du château, et le comte, plusieurs filles ou plusieurs femmes, et le comte décide de l'envoyer à l'armée pour le remettre sur le droit chemin. Et donc Chérubin se cache pour échapper à ce destin-là, il se cache partout dans le château. Pendant qu'on célèbre le mariage de Figaro, le comte reçoit un billet qui lui donne rendez-vous pour le soir. Il croit y retrouver Suzanne. En fait, Suzanne a mis en place une ruse avec la comtesse, elles ont changé de costume. Donc Suzanne revêt celui de la comtesse et la comtesse celui de Suzanne. Figaro se laisse prendre à ses déguisements et il croit que Suzanne a donné rendez-vous au comte. Il est aveuglé par sa jalousie et c'est le moment de son grand monologue où il exalte toute son amertume contre la destinée. Ah, femme, 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 créature faible et décevante. La véritable Suzanne reprend sa voix naturelle et par quelques soufflets bien appliqués tire Figaro de son erreur.
Le comte, voyant Figaro au pied d'une personne qu'il croit être la comtesse, veut faire constater publiquement la faute de la comtesse. En réalité, éclairage, la fausse comtesse apparaît, donc Suzanne, et le comte donc reconnaît Suzanne et doit demander pardon à sa femme, puisqu'il a été bien injuste avec elle, et donc elle n'a jamais eu l'intention de lui être infidèle. Voilà, et tout est bien qui finit bien, et tout finit par des rires et des chansons, et par la fête du mariage de Figaro. Ces nombreuses péripéties, ces nombreux personnages, cette pièce compliquée justifie le sous-titre, le deuxième titre de cette pièce, La folle journée. Donc la folle journée ou le mariage de Figaro. Vous retrouvez ici un schéma avec tous les personnages, Marceline et Bartolo, les parents de Figaro, puisque c'est ce que l'on découvre pendant la pièce. Figaro qui doit épouser Suzanne, le comte qui est marié avec la comtesse, c'était raconté dans la pièce précédente dans Le Barbier de Séville, mais le comte a dévisé sur Suzanne. Nous avons le personnage de Chérubin qui s'intéresse à la comtesse, qui s'intéresse à Suzanne, qui s'intéresse aussi à la jeune Fanchette. Voilà, donc on a beaucoup de personnages et beaucoup d'interactions entre tous ces personnages. Alors, en introduction, on commence par une présentation générale, le contexte. Le mariage de Figaro est une comédie écrite par Beaumarchais en 1778. Il va batailler pendant 3 ans, de 81 à 84, pour obtenir le droit de la faire représenter, Louis XVI s'étant opposé à plusieurs reprises à cette représentation. Le mariage de Figaro appartient à une trilogie. C'est la suite d'une première pièce, Le Barbier de Séville, dans laquelle on découvrait les aventures amoureuses du comte Almaviva, aidé par Figaro. Et il y aura une suite, La mère coupable, une pièce plus sombre, dans laquelle on découvrira que la comtesse a eu un enfant du jeune chérubin. Le passage que nous allons étudier est un extrait de l'acte 1, scène 1, donc nous sommes dans la scène d'exposition. Nous retrouvons Figaro et sa future femme Suzanne. Les deux valets sont amoureux, fiancés, et sont au service du comte et de sa femme. La pièce débute par un dialogue amoureux entre les futurs mariés, mais ils vont vite se trouver en désaccord à cause de la chambre mise à disposition par le comte, chambre qu'ils devront occuper une fois les noces célébrées. Au cours de cette dispute, le spectateur et Figaro vont comprendre pourquoi Suzanne est réticente face à ce cadeau. Le comte a de très mauvaises intentions à son égard. Il veut exercer son droit de cuissage, un ancien droit qui existait autrefois en France et qui permettait aux nobles de prendre la virginité des jeunes mariés le jour de leur mariage, quelques jours avant. Donc je récapitule, il est question ici de la trilogie de Figaro, appelée aussi le roman de la famille Almaviva, selon l'appellation donnée par Beaumarchais dans une préface de La mère coupable. Et donc cette trilogie est composée de 3 pièces, Le Barbier de Séville ou La précaution inutile, La folle journée ou Le mariage de Figaro, L'autre Tartuffe ou La mère coupable. Donc vous annoncez ensuite la structure de votre texte, donc les différents mouvements qui composent ce texte. Ici, on peut repérer 3 mouvements. On a d'abord une scène intime de badinage amoureux entre Figaro et Suzanne, puis l'incompréhension de Figaro et une dispute entre les deux valets, et enfin la révélation du danger et la réaction de Figaro. Vous annoncez la problématique, le parcours de lecture. Par exemple, dans quelle mesure cette scène d'exposition contient-elle les prémices d'une lutte entre valets et maîtres? Ensuite, vous proposez la lecture du texte. Vous faites attention à bien mettre le ton. Pour les didascalies et le nom des personnages, vous faites comme vous voulez. Vous décidez de les lire ou pas. On a coutume de lire les didascalies s'il y en a beaucoup, donc si elles portent du sens. Ici, on peut supposer qu'il serait important de lire la didascalie initiale. « 19 pieds sur 26. Viens, Figaro. Voilà mon petit chapeau.
Trouves-tu mieux ainsi? Oh, sans comparaison, ma charmante. Ah, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille. Et d'où, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Hein. Prouver que j'ai raison serait accordé que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Bah, tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en 2 pas, tu es à sa porte. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien. Et quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en 2 pas, il est à ma porte et craque en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami Nicolas, de courtiser les beautés des environs. Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile. Oh, mon mignon. Si jamais volet de bois vert appliqué sur une échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un... Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes? On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi secrètement certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé. Ne le frotte donc pas. Quel danger! S'il y venait un petit bouton. Des gens superstitieux. Ah, tuerie, fricotte. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent. Te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en l'amenant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait. Mais... Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Figaro. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. Ah, mon amant, aujourd'hui je t'en souhaite. Et qu'en dirait demain mon mari? Eh bien, eh bien. C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Quand ce serait vous importun de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrais te le prouver, du soir jusqu'au matin. Votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien. Hé, hé, hé! C'est pas ainsi que vous l'avez reçu, hein? La charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine d'esprit, de gaieté, d'amour et de délices. Message. Ah, monseigneur. Alors, vous venez de voir un court extrait du Mariage de Figaro, mis en scène pour la Comédie Française par Jacques Rosner. Alors, nous commençons par une scène intime de badinage amoureux.
Nous disposons d'une didascalie initiale. Le théâtre représente une chambre à demi démeublée, etc. Elle a une valeur informative. Elle est destinée au lecteur en cas de lecture du texte et en cas de représentation, elle est destinée aux comédiens et aux metteurs en scène. Donc elle remplace ce que voit le spectateur au lever du rideau dans le cadre d'une lecture. Donc elle évoque ici le décor, surtout le décor, un décor minimaliste, puisqu'on nous dit que la pièce est presque vide, elle est à demi démeublée. Et c'est intéressant puisque l'intrigue débute et que la pièce de théâtre va se remplir progressivement comme la pièce, cette chambre qui est sous nos yeux. Donc nous sommes bien en cours d'installation de la pièce avec ces deux sens. Et Figaro la mesure comme le ferait un décorateur ou un metteur en scène qui mettrait en place la scénographie. C'est un lieu intime puisqu'on évoque une chambre. C'est assez original dans une comédie parce que l'on va apprendre que c'est la future chambre des deux valets. Et ça, c'est inédit. En principe, dans une comédie, on a des lieux vagues, non précisés, des salons, des lieux de passage, des places de village, des halls, mais jamais les lieux privés qui appartiennent au valet, jamais la chambre d'un valet. Ce lieu confirme bien le titre de la pièce. La comédie qui commence est bien celle du valet, le mariage de Figaro, et non celle des maîtres. Nous sommes dans une unité de lieu qui va être globalement respectée. Alors, toute l'action ne se passera pas dans cette chambre, mais dans le château du comte où se trouve cette chambre. Au-delà des informations dont nous disposons sur le lieu, nous avons aussi des informations sur les personnages. Les personnages ici présents donc, sont des valets, ce qui n'est pas rare, mais ce qui est rare ici et insolite, c'est qu'ils sont occupés à des activités qui les concernent directement. Figaro mesure la pièce et Suzanne attache sur sa tête un bouquet de fleurs. Ils sont occupés donc à des activités qui les concernent et qui concernent leur mariage, alors qu'en principe, les valets, notamment dans l'exposition, apportent des informations liées à leur maître ou en font le portrait. Donc il y a une sorte de renversement de la position du valet ici, qui devient le personnage central de la pièce. Nous avons aussi un accessoire qui est évoqué, un bouquet de mariée. Donc il y a confirmation du titre, bien sûr, le mariage, et on sait que ce bouquet de mariée est composé de fleurs d'oranger qui symbolisent la pureté, la virginité et la fidélité. Or, ces thèmes vont parcourir justement toute la pièce. Dernier élément, il y a dans le décor un fauteuil de malade qui est évoqué. Alors ce fauteuil de malade est sans doute une façon de rendre hommage à Molière, qui est mort après avoir rejoué dans la nuit qui a suivi une représentation du malade imaginaire. Or, sur la scène du malade imaginaire, il y avait bien ce fameux fauteuil de malade qu'utilisait Molière. Et ce fauteuil aussi va jouer un rôle important dans la suite de la pièce. Il va servir de cachette, et notamment pour Chérubin. La première réplique de la scène et donc de la pièce, 19 pieds sur 26, est prononcée par Figaro. Elle renvoie environ à 50 ou 60 mètres carrés pour la superficie mesurée par Figaro, et donc c'est bien une superficie de scène de théâtre. C'est un début immédiat stress, ce qui montre une recherche de dynamisme. On est immédiatement happé par l'histoire, hein. Immédiat stress, on est en plein milieu des choses et de l'action. La pièce est extrêmement rythmée et efficace, tout comme ce début. C'est une phrase nominale qui permet donc à Figaro d'énoncer une mesure. Il veut savoir si le lit rentrera dans la pièce, donc ça renvoie à son sens tout à fait pratique, à son souci du confort. Et ensuite, Suzanne lui répond. Elle donne aussi des informations, hein. Nous avons bien ici la valeur informative d'une scène d'exposition.
Elle nomme son interlocuteur, Figaro, donc ça permet d'identifier le personnage qui est déjà dans le titre. Et puis, en évoquant son petit chapeau, qui était évoqué aussi dans la didascalie, elle renvoie à l'univers du mariage, ce chapeau qu'elle va porter pour le mariage. L'adjectif qualificatif petit a une valeur hypocoristique, elle tient à ce chapeau-là, puisqu'elle tient à ce mariage. Donc c'est un personnage tourné vers Figaro, tourné vers l'amour. Elle lui demande son avis avec la phrase interrogative, elle vend une confirmation que ce chapeau lui va bien. On est dans certains stéréotypes, puisque la femme est occupée à des activités frivoles, l'ordre de l'apparence, alors que l'homme, Figaro, est davantage tourné vers la construction pratique de son foyer. La didascalie, Figaro lui prend les mains, témoin de l'affection que se portent les deux valets, et cette affection, cet amour sera une force dans la lutte qui va s'engager. C'est donc bien une scène intime, puisqu'il lui prend les mains, parce que ce geste de tendresse, on est dans une forme de badinage, d'autant plus que nous sommes dans une chambre, donc une sorte de badinage amoureux, hein, c'est une façon très plaisante de se comporter pour deux personnes qui s'aiment, on est dans le registre léger de la séduction. Et puis, celui qui badine est un beau parleur, et c'est bien le cas ici de Figaro, qui parle de façon lyrique et emphatique, avec une hyperbole sans comparaison, avec une phrase exclamative, avec une interjection haut, un vocabulaire recherché, un bouquet virginal, beaucoup d'adjectifs qualificatifs amélioratifs, joli, belle, doux, amoureux, un adjectif substantivé, ma charmante, l'utilisation d'une synecdoque, l'œil amoureux d'un époux pour évoquer l'ensemble de l'époux. Tout cela montre effectivement une façon très lyrique et amoureuse de s'exprimer pour Figaro, mais c'est un peu en décalage avec son statut de valet, cette façon précieuse de s'exprimer. Et donc ce décalage peut être assez comique. Le complément circonstanciel de temps, le matin de noces, continue à remplir la fonction informative et renvoie au titre et au sous-titre, le mariage de Figaro ou la folle journée. Il est en effet habituel qu'une pièce commence le matin et finisse tard le soir, donc c'est l'unité de temps qui pourrait être respectée. On a même l'impression ici que Figaro parle en vers, on peut repérer au moins deux octosyllabes et un alexandrin, il y a, dans sa réplique, il y a des jeux de sonorités, doux et pou avec une assonance, et le bouquet virginal qui est évoqué confirme la symbolique des fleurs d'oranger et s'inscrit encore dans un des thèmes de la pièce. Suzanne répond avec une interrogation. Que mesures-tu, mon fils? Son interrogation va rompre le badinage amoureux. D'ailleurs, on le voit avec la didascalie se retire. Elle a un mouvement de retrait. Elle semble comprendre la situation qui est en train de se mettre en place. Le surnom qu'elle utilise pour désigner Figaro, mon fils, reste affectif, mais marque aussi sa volonté de supériorité. Elle infantilise Figaro. Et la question renvoie à l'occupation de Figaro de la première réplique, hein, qu'est-il en train de mesurer? Donc elle lui pose la question que se pose d'ailleurs sans aucun doute le spectateur. Donc nous avons ensuite l'explication donnée par Figaro, une explication attendue à la fois par Suzanne et par le spectateur. Il compare les dimensions du lit offert par le comte aux dimensions de la chambre. Ce cadeau du comte est exprimé dans la proposition subordonnée relative que Monseigneur nous donne. C'est bien un cadeau de mariage puisque nous avons un pronom personnel au pluriel nous. Il y a l'évocation du lieu ici, et il poursuit son explication sur un ton très léger et plaisant. Il est de bonne humeur et tous les termes qu'il emploie sont positifs, et il y a même une tournure extrêmement hypocoristique, donc tendre pour désigner sa fiancée, ma petite Suzanne, avec petite qui est un terme évidemment péjoratif, et le déterminant possessif aussi qui montre sa tendresse.
Donc les termes positifs aussi, beau ou bonne grâce, montrent en effet toute cette bonne humeur de Figaro, et puis aussi son respect pour son maître, puisqu'il parle de lui, il le désigne à travers l'appellation Monseigneur. Suzanne répond dans une très courte réplique: dans cette chambre, ce qui est important pour elle, c'est le lieu, et qui était évoqué dans la réplique de Figaro par l'adverbe ici, et qu'elle reprend maintenant avec cette chambre, le démonstratif 7, le déterminant démonstratif 7. Sa question marque sa surprise, une sorte de rupture de ton, on quitte le badinage en effet, et son interrogation est une interrogation partielle puisqu'elle porte uniquement sur le lieu. La réponse de Figaro est courte. Donc ici, on a des enchaînements de répliques extrêmement courtes. On parle de sticomiti. Ce sont des échanges verbaux rapides, hein, vifs, avec souvent des répliques brèves. Donc un échange tout à fait dynamique et vif ici. On découvre ici, on découvre qu'il y a deux cadeaux. Le lit qui était évoqué dans la réplique de Figaro, et puis cette chambre, donc ce deuxième cadeau qui est donné. La réponse de Figaro va tout de suite à l'essentiel, puisqu'elle ne comporte que des pronoms, quasiment que des pronoms, il, nous, la, cède. Le il qui renvoie, qui désigne le comte, le nous c'est Suzanne et Figaro, et là c'est la chambre. Alors, ainsi s'achève le premier mouvement de cet extrait. Les caractéristiques d'une scène d'exposition sont bien respectées, puisqu'à l'issue de ces premières répliques, le spectateur sait bien qui sont les premiers personnages, soit ceux qui sont sur la scène, Figaro et Suzanne, mais aussi un personnage absent pour l'instant, le comte. On sait un premier élément de l'intrigue, le mariage, on a des évocations sur le lieu, des informations sur le lieu, des informations sur la journée, les cadeaux qui ont été donnés, et puis nous avons une première partie tout à fait légère et badine, légèrement éclipsée par la réaction virulente de Suzanne. L'ensemble est très dynamique, donc le ton est donné. Dans la deuxième partie du texte, nous assistons à l'incompréhension de Figaro, et donc un début de dispute entre les deux valets. Une dispute, une joute verbale, c'est un type d'échange très fréquent au théâtre, parce que c'est à la fois plaisant et informatif. On va avoir un enchaînement encore de répliques brèves de sticomiti qui donne du rythme encore à cet échange. Figaro ne comprend pas la réaction de Suzanne, d'où son interrogative, hein, mais encore, et ces types de phrases montrent bien son incompréhension, que ce soit l'interrogative ou l'exclamative. Quant à Suzanne, elle exprime son désaccord à travers 3 phrases négatives, 2 négations grammaticales, je n'en veux point et si je n'en veux pas dire, et puis une négation lexicale avec le verbe déplaire, qui est le contraire de plaire. Suzanne n'argumente pas pour l'instant, elle refuse de s'expliquer, elle se contente de refuser. Donc évidemment, on a un agacement de Figaro avec l'interjection exclamative au, le présent de vérité générale, quand elles sont sûres de nous, le pronom elle renvoie aux femmes, et sa plainte d'ailleurs à l'écart, à l'encontre des femmes est un motif de la pièce qui va parcourir toute la pièce et qui va prendre son ampleur dans son fameux monologue Femme, 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 créature faible et décevante, l'acte 5, scène 3. Figaro ne finit pas sa phrase, oh, quand elles sont sûres de nous, parce qu'elle relève de l'évidence, hein, quand elles sont sûres de nous, elles peuvent tout se permettre, par exemple. Suzanne, pour clore la conversation, va faire preuve de rhétorique, elle va manipuler la langue en faisant semblant d'utiliser un raisonnement logique implacable, basé sur une antithèse, prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Elle poursuit sa tentative de persuasion en prenant Figaro par ses sentiments à travers une interrogation rhétorique. Es-tu mon serviteur ou non? Évidemment, c'est d'abord plaisant, humoristique, c'est un clin d'œil à leurs conditions de valet, mais c'est aussi une façon de rappeler que l'homme est le valet de sa dame, l'homme amoureux est le valet de sa dame, et cela nous renvoie à une conception courtoise et médiévale de la relation amoureuse. Et donc évidemment cette interrogation est oratoire, Figaro ne va pas lui répondre non.
Dans la réplique suivante, Figaro tente de comprendre la réaction de Suzanne, donc il s'explique, il insiste sur les avantages de la chambre, il argumente avec le superlatif, c'est la chambre la plus commode, il évoque son emplacement géographique idéal, puisqu'elle se situe au milieu de deux appartements, donc il insiste sur l'aspect spatial. On note un parallélisme de construction pour illustrer la parfaite symétrie entre la proximité de l'appartement de la comtesse et de celui du comte. Si madame est incommodée, tout à fait parallèle à monsieur veut-il quelque chose, donc les sujets sont parallèles, et puis on a des verbes sonores, elle sonnera de son côté, il n'a qu'à teinter du sien, et puis ensuite on a le même type d'onomatopée qui évoque la rapidité, zeste et crac, et puis le chiffre, 2 pas, 3 sauts. On peut même supposer qu'il est en train de mimer tout cela et qu'il le joue. On a une sorte de procédé tout à fait plaisant de théâtre dans le théâtre de mise en abîme, puisque l'on a des didascalies internes, c'est-à-dire qu'on a des évocations de déplacements ou de mouvements que Figaro est sans doute en train de jouer. L'argumentation de Figaro est tout à fait structurée et il essaie de mettre en avant une bonne fois pour toutes les innombrables avantages matériels de cette chambre, ce qui prouve une nouvelle fois son esprit pragmatique. Et c'est un valet apparemment diligent qui accepte sa dépendance sociale. Donc il est normal qu'il désire être dans un endroit qui lui permette de servir facilement son maître. Notons que ce lieu qui a été accordé par le comte marque bien la dépendance des futurs mariés vis-à-vis de leur maître. C'est une chambre, mais elle n'est pas si intime que cela, puisqu'on y entend la sonnette, que c'est un lieu de passage. Et puis l'expression de la rapidité que suggère l'automatisme d'une mécanique bien réglée évoque bien la rapidité, le désir du service de la part de Figaro. On a aussi une symétrique des services qui suggère un ballet bien réglé et bien organisé, bien mécanique. Et il y a des aspects aussi très symboliques, puisque madame va être incommodée et que monsieur, lui, est du côté de la volonté. Le refus de Suzanne, elle refuse une dépendance sexuelle que ne connaît pas encore Figaro, surprend et agace Figaro. Donc ils vont tenter tour à tour de se convaincre, de se persuader en usant de rhétorique. Alors Suzanne va, dans cette troisième partie, se décider à révéler le danger. On va connaître la révélation des motifs de Suzanne. Elle commence par une antiphrase, fort bien, c'est une antiphrase parce qu'elle ne pense pas du tout que ce soit fort bien, donc elle utilise de l'ironie. Il s'agit pour elle de se moquer de la crédulité de Figaro qui ne perçoit pas encore les enjeux cachés derrière cette chambre. Donc elle va déplacer la projection de Figaro qui évoquait la nuit, on avait le complément circonstanciel de temps la nuit, et elle va déplacer cela au matin, le matin. La grande différence, c'est l'absence de Figaro et la proposition circonstancielle de but explique l'absence de Figaro pour te donner quelques bonnes et longues commissions. On a la répétition exacte, la reprise exacte des termes de Figaro par Suzanne pour bien lui faire comprendre la situation. Zeste en 2 pas, il est à ma porte, et crac en 3 sauts. Donc elle reprend les mêmes termes. Ce qui change, c'est le pronom personnel, sujet. C'est maintenant, ce n'est plus les valets, c'est il. Qui n'est pas encore clairement identifié, mais en tout cas, c'est le maître qui, lui, cette fois-ci, va se déplacer. Et Suzanne, dans sa qualité de servante, n'a pas d'autre choix que de subir ses désirs. Donc c'est pour cela que ce n'est plus le valet qui se déplace, mais le maître qui s'impose. Et cela peut provoquer la surprise et le rire du spectateur. On a des points de suspension que la comédienne peut rendre par un silence, et ces points de suspension cachent une réalité sordide que Figaro va avoir beaucoup de mal à comprendre. Le comte veut aller dans le lit avec Suzanne et exercer son droit de cuissage, et la pudeur de Suzanne rend cet abus indicible. Les onomatopées, zeste et crac, font un lien entre les paroles de Figaro et ce qu'elle dit elle-même.
Cela crée un comique de mots et ça donne un sens grivois dans ce nouveau contexte. C'est plus zeste et craque que nous allons servir le maître et la maîtresse, mais c'est zeste et craque, voilà ce qui se passera dans le lit. Et ça montre la rapidité, la facilité avec lesquelles le comte pourrait s'introduire dans la chambre pour abuser de Suzanne. Donc les points de suspension et ces onomatopées comblent le manque d'explicitation un peu trop complexe pour l'instant pour Suzanne. Figaro n'a pas compris ou ne veut pas comprendre, d'où son interrogation «Qu'entendez-vous par ces paroles?» Donc sans doute un comique de situation du fait qu'il ne comprenne pas alors que les choses sont assez claires. Peut-être qu'il ne veut pas assumer ce qu'il a entendu. Le retour au vouvoiement, qu'entendez-vous par ces paroles, enfin, l'utilisation du vouvoiement traduit quand même la gravité de la situation et une forme de recul de la part de Figaro. Donc Suzanne est confrontée à la réaction de Figaro qui n'a pas compris, qui ne veut pas comprendre. Elle a peur de la façon dont il pourrait réagir quand il aura vraiment compris. Donc elle va l'encourager à ne pas perdre son sang-froid, d'où l'adverbe tranquillement. Elle essaie d'être extrêmement claire, elle va essayer d'être claire et didactique en ayant de l'ascendant sur Figaro parce que elle sait, elle a compris ce qu'il n'a pas compris et elle doute des capacités de Figaro à l'écouter calmement, d'où le conditionnel il faudrait. C'est une demande polie de Suzanne, elle exprime un souhait, mais elle doute aussi qu'il soit calme. Et la réplique de Figaro confirmera les doutes de Suzanne. Hein. Il va réagir très vivement avec une interjonction, une exclamation et le juron bon Dieu. Hein, et qu'est-ce qu'il y a bon Dieu? L'interrogative. Toute cette réaction, tous ces procédés sont en antithèse avec l'adverbe employé par Suzanne tranquillement. Arrivons à la dernière réplique dans cet extrait prononcé par Suzanne, et cela constitue l'aveu final et le moment explicite de la révélation. Le il qui hantait le texte et les époux est enfin identifié, nommé, il s'agit de Monsieur le comte Almaviva. Il est présenté comme un séducteur à travers la position lasse de courtiser les beautés des environs. Un séducteur d'autant plus qu'il y a un pluriel qui est évoqué, les beautés. Nous avons un groupe verbal, il a jeté ses vues, hein, qui montre aussi le séducteur. C'est un homme inconstant et infidèle. Le spectateur connaît le comte, hein, puisqu'il apparaissait déjà dans le Barbier de Séville. Apparemment, le personnage a évolué de façon négative. Il avait lutté dans le Barbier de Séville pour pouvoir épouser Rosine, devenue maintenant la comtesse. Et l'on apprend à présent, dès la première scène, que c'est un époux infidèle et désintéressé de sa femme. Dans le Barbier de Séville, Figaro a aidé le comte. Il était donc son adjuvant et donc le schéma actantiel a évolué entre les deux pièces. Et maintenant, nous allons comprendre que Figaro et le comte sont des personnages qui ont des fonctions opposées. Donc, afin d'apprendre à Figaro quelle est la dernière cible du conte, Suzanne va utiliser une tournure de mise à distance, puisqu'elle va parler d'elle à la troisième personne, c'est sur la tienne. Et le pronom possessif la tienne marque sa volonté à elle d'appartenir à son mari et à personne d'autre. Le présentatif c'est la tienne permet un dévoilement tout à fait progressif, un effet d'attente avant ce qui va suivre le c'est. On a une structure en chiasme, château, sa femme, la tienne, ce logement, hein, qui insiste sans doute sur ce croisement et ce changement voulu par le comte. Nous avons aussi de l'ironie grâce à la litote. Il espère que ce logement ne nuira pas, puisqu'il espère en effet que non seulement le logement ne nuira pas à ses projets, mais même l'aideront dans ses projets. On a un autre personnage issu du Barbier de Séville qui apparaît, c'est Basile, le maître à chanter de Rosine, la comtesse. Il est évoqué avec des adjectifs mélioratifs, loyal, honnête et noble, mais qui sont employés par antiphrase ici et donc de façon ironique, puisque le personnage de Basile est systématiquement du côté du plus riche. C'était le cas dans le Barbier de Séville, et c'est de nouveau ici. Il va agir pour le comte, et c'est lui qui essaie de convaincre apparemment Suzanne à céder au comte.
Il est donc le complice du comte et donc son adjuvant et l'opposant de Figaro. Le complément circonstanciel de temps chaque jour montre la répétition quotidienne des demandes du comte, les insistances de Basile, et Figaro ne s'est rendu compte de rien apparemment. Donc il y a une forte pression exercée sur Suzanne. Le mot leçon qui termine sa réplique montre bien la supériorité ici de l'homme sur la femme ou du comte sur la servante et qui se permet de lui faire la leçon. Il faut qu'elle obéisse et qu'elle ne soit plus rebelle. Suzanne ici s'amuse avec les mots puisque Basile est le maître à chanter de Rosine, mais il est ici son maître chanteur, il lui fait du chantage. On a donc l'expression maître à chanter employée par Sileps, c'est-à-dire au sens propre et au sens figuré à la fois. Donc elle subit cette leçon, elle est sermonnée comme si elle se conduisait mal parce qu'elle n'était pas une servante bien docile. Donc, dans cette réplique, Suzanne a été obligée de devenir extrêmement explicite puisque Figaro ne semblait pas pouvoir comprendre. Donc, elle a insisté et c'est le cas notamment avec l'interrogative entends-tu qui remplit ici ce que l'on appelle une fonction fatigue du discours, c'est-à-dire que lorsque Suzanne la prononce, c'est pour vérifier que Figaro la comprend, l'écoute bien, c'est pour maintenir l'attention de Figaro. Et donc la dernière réplique de Figaro dans cette scène, c'est sa réaction. Ça y est, il a bien compris. Il va utiliser une exclamative, Basile, sans doute oh mon mignon, avec une langue imagée et familière, une volée de bois vert, donc une expression qui renvoie à un comique de geste, une bastonnade propre à des pièces de théâtre comique comme une farce. Il développe avec plaisir cette expression-là. Il ne s'agit pas simplement de donner une volée de bois vert, elle doit être appliquée sur une échine, elle doit redresser la moelle épinière, donc on peut supposer qu'il mime les gestes qu'il évoque dans des didascalies de nouveau internes. Donc on a de nouveau une mise en abîme et un théâtre dans le théâtre, et la fureur de Figaro est sans doute surjouée et ça donne une emphase comique qui renvoie donc à la farce. Il est intéressant de noter que Figaro tourne sa fureur contre Basile, c'est-à-dire contre quelqu'un qui est de la même classe sociale que lui. Il ne tourne pas, pour l'instant, sa fureur contre son maître. Il y a une sorte de prudence sociale de la part de Figaro. Et on voit que sa colère aussi passe par une antiphrase, mon mignon, donc un terme faussement affectueux, et en déterminant possessif, hein, tout aussi faussement affectueux, hein, le fameux mon. En conclusion, nous pouvons remarquer que cette scène d'exposition débute par une conversation tout à fait badine et légère entre deux futurs époux, deux valets au service d'un noble, mais rapidement le discours badin et léger est éclipsé par un désaccord dont les raisons mystérieuses sont cachées par Suzanne. Refusant le généreux cadeau du comte, la chambre, le lit, elle s'oppose courageusement non seulement à la décision de son maître, mais à l'insistance de son mari. Et face à l'insistance de Figaro, elle va finir par révéler les raisons de son refus. Le comte Almaviva souhaite obtenir ses faveurs. Donc cette scène d'exposition remplit bien les fonctions habituelles des scènes d'exposition. Elle a une valeur informative, le lieu, les personnages, les éléments de l'intrigue et le ton d'ensemble. Donc le spectateur s'attend à suivre le couple de valets et à voir comment ils vont tenter d'échapper aux intentions du comte. Les valets ouvrent la pièce et c'est vraiment une mise en valeur de ce statut. L'affrontement maître-valet est un lieu commun, un topos dans la comédie, c'est très fréquent chez Molière, mais ici l'intrigue est mise en scène et posée de façon très originale. On voit peu cela au théâtre, puisqu'il s'agit d'évoquer un maître séducteur qui veut abuser de sa servante, donc le maître et le valet sont rivaux. Et ça, c'est original. Ce choix sera d'ailleurs reproché à Beaumarchais. On jugera cela très choquant.
Donc le spectateur assiste ici à la naissance d'un théâtre de comédie qui résiste et qui critique de plus en plus ouvertement les méfaits des puissants et qui s'engage peu à peu dans la lutte contre les inégalités sociales. Et le summum dans cette pièce-là sera le fameux monologue de Figaro. On a toute cette réflexion sur les luttes sociales, mais aussi sur la condition féminine. Et on a vu ici la force de Suzanne qui veut résister. Et la deuxième fonction d'une scène d'exposition, c'est faire naître l'intérêt et nous donner envie de connaître la suite de l'intrigue. Et donc, effectivement, il faut faire naître des questions en nous. Figaro et Suzanne vont-ils gagner cette lutte qui semble perdue d'avance contre un seigneur tout-puissant? Comment vont-ils gagner? Qui seront leurs alliés? Peut-être la comtesse. Donc on comprend que cette comédie va contenir une satire sociale tout en étant extrêmement divertissante. Nous avions ce fauteuil sur scène, apportant un petit complément d'information sur cet élément du décor. Il était évoqué dans la didascalie initiale comme un fauteuil de malade. Personne n'est malade dans le mariage de Figaro, donc c'est clairement une allusion au malade imaginaire, la pièce de Molière. Il y avait un fauteuil important sur scène. Vous connaissez la légende, on dit que Molière est mort en jouant sur scène le malade imaginaire, est mort sur ce fauteuil. Alors en réalité, il n'est pas mort sur ce fauteuil, mais il a eu le malaise fatal sur ce fauteuil et il est mort la nuit d'après. En tout cas, ce fauteuil est conservé, et donc ici c'est un bel hommage. Et puis ce fauteuil est aussi un élément important du décor, il a une importance dramaturgique, il va servir de cachette à plusieurs reprises. Et la cachette, c'est un motif récurrent de la comédie, et plus particulièrement de cette pièce. Et on appelle ce fauteuil, la notion de cachette sur scène, le troisième lieu. Le premier lieu, c'est la scène, le deuxième lieu, ce sont les coulisses, et le troisième lieu, eh bien, c'est ce qui permet de se cacher sur scène, par exemple. Donc voilà, ce sera le cas de ce fauteuil, donc il n'est pas du tout anodin quand il est placé au milieu de cette scène. Il est même encombrant, comme le conte est encombrant. Alors vous savez sans aucun doute que Mozart s'est inspiré de la pièce de Beaumarchais pour créer son opéra Les Noces de Figaro. Le livret était écrit en italien par Lorenzo da Ponte et la première représentation de cet opéra a eu lieu en 1786 à Vienne. Donc on retrouve la même intrigue et les mêmes personnages. Je vous propose donc d'en voir deux extraits qui correspondent au passage que nous avons étudié. Donc dans le premier extrait, nous verrons le badinage amoureux entre Figaro et Suzanne, et notamment Figaro qui mesure la scène. Et ensuite, nous verrons les explications données par Figaro et par Suzanne avec les fameuses onomatopées sonores. Voilà, nous terminerons avec ces deux vidéos. Sì, mio cuore, ora è più bello, sembra
sembra fatto in quel per te, sembra fatto in quel per te. Guarda un po', Sì, mio cuore, guarda un po', ora è più bello. ora sì che io son contenta, ora Mio sì cuore, che io ora son è più contenta, bello, sembra fatto in quel per te, per te, per te. Al mattino, alle nozze vicino, quante nozze mio vero sposo, questo bel cappellino prezioso, che Susanna è la stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe. Susanna è la stessa, è la stessa, che Susanna è la stessa si fe, stessa si fe, stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe. Se a caso madama la notte ti chiama, madama ti chiama, din din, in due passi da quella puoi dir. Vien poi l'occasione che vuolmi il padrone, che vuolmi il padrone, don don, don don, in tre salti do vado a servir. così se il mattino il caro contino, il caro contino, din e ti manna tre miglia lontane, don don, la mia porta, il chiamo la porta, ed ecco in tre salti. Susanna pian pian, Susanna pian pian, Susanna pian pian, pian pian, pian pian, pian pian, pian pian. Ascolta. Fa presto. Se udir brami resto, se udir brami resto, di scaccia e sospetto mi fan. Udir bramo il resto, udir bramo il resto, i dubbi sospetti gelare mi fan. Di scaccia e sospetti. I dubbi sospetti gelare mi fan. I dubbi sospetti gelare mi fan. I dubbi sospetti gelare mi fan. Gelare mi fan gelare.